Depuis le XVIe siècle, les tapisseries de la province de la Marche, provenant des villes de Felletin et Aubusson, sont présentes au centre de Paris. Nobles et bourgeois traversant ces quartiers trouvaient là magasins et entrepôts, où ils pouvaient voir et acheter des tissages destinés à leur demeure, accédant ainsi à un luxe nouveau, celui du confort textile, du décor tissé. En matière d'architecture, de mobilier, les espaces se transforment, les styles se succèdent, les tapisseries les plus anciennes se démodent, des tentures nouvelles sont proposées. Et Aubusson et Felletin suivront pendant des siècles l'évolution des décors et des lieux. Au XIXe siècle, avec la naissance de la notion de patrimoine et l'apparition des collectionneurs, on assiste au retour des pièces anciennes. La tapisserie trouve alors un espace nouveau, celui des musées, qui désormais la rapproche de ses sources d'inspiration, le dessin, la peinture, la gravure. Aujourd'hui, ce sont probablement les très nombreuses galeries d'antiquaires qui permettent le mieux d'apprécier l'importance de la production marchoise, l'étonnante permanence de ce centre, la grande variété des tissages et des sources d'inspiration du XVIe au XIXe siècle. L'avantage d'Aubusson, c'est qu'ils ont tissé pour des commandes princières, mais également pour des clients français ou autres. Donc c'était une manufacture qui produisait énormément. Une flûte, c'est quoi une flûte? C'est ça. C'est la ça. navette en fait. Toutes les parties sombres vont être tissées en point fin, toutes les parties plus claires vont être tissées en gros point. La tradition de la tapisserie se perpétue, se renouvelle, et non loin du Louvre, cette galerie se relie au savoir-faire toujours présent à Aubusson et Felletin. Elle propose bien sûr, à travers l'organisation d'expositions, des tissages contemporains. Mais elle est également le lieu où l'on peut découvrir les conditions dans lesquelles aujourd'hui se conçoit et se réalise une tapisserie. Choix des matériaux ou techniques de filature, de teinture, de tissage, mais surtout compréhension globale d'un mode d'expression très particulier. Et oui, c'est ça, au niveau des matériaux, il y a laine et vous pouvez introduire n'importe quel autre matériau. Oui, tout en étant prudent sur la pérennité des matériaux utilisés. Mais ceci étant, il y a de la soie, il y a du fil d'or, il y a du fil d'argent, qui étaient des matériaux déjà utilisés traditionnellement. Mais il peut y avoir des acétates, il peut y avoir d'autres matériaux. Oui, des produits, enfin dire plus. À condition qu'on soit certain de leur tenue dans le temps. Bon, et puis, tout dépend, l'artiste aussi peut vouloir, pour des questions de brillance ou de matité, à l'inverse, utiliser des matériaux différents. Il s'agit de conseiller et de motiver des artistes qui désirent aborder le domaine de l'art textile, de contribuer à maintenir le lien entre création et atelier. D'intervention, comment on va intervenir au niveau des palettes? C'est comme des câbles, c'est comme des patrons en couture, c'est-à-dire vous faites des tirages plans. Oui, quelque part, oui, puisque le carton, à la base, il doit être lisible par le lissier. Cette galerie a également pour but d'intégrer la tapisserie à des lieux où elle trouve une place adaptée en tant que support d'image spécifique, irremplaçable, sans équivalent. Le domaine du sport, avec le projet de tenture pour le musée de l'Olympisme de Lausanne, correspond bien à une possible utilisation forte, pertinente, de cette image tissée. Elle est à la fois monumentale et apparemment simple, murale, conçue à l'échelle d'un espace où elle devra s'intégrer, se relier à l'architecture, affirmer son originalité face à d'autres moyens de représentation. Elle doit traduire l'intensité reliée au combat, à la célébrité, au mythe. Le projet de réalisation des tapisseries pour un certain idéal de Jean-René Sotogaillard est né d'une initiative de notre galerie
pour, si vous voulez, assurer la promotion d'un artiste qui consacre sa vie à l'art textile. Et grâce au vecteur des Jeux Olympiques, il nous est paru évident de faire réaliser à cet artiste une œuvre emblématique sur le thème de l'olympisme. La chance veut que la galerie collabore avec le musée olympique et ainsi nous avons mis avec les dirigeants du musée ce projet en étude. Tapisserie portrait sur Antonio Samaranch et Coubertin. Jean-René Soto-Gaillard, qui a travaillé sur ce projet, s'est servi du fonds historique que possède le musée olympique pour commencer à travailler sur cette œuvre et à créer ces cartons. Quelque part, pendant que le reste va autre part. Enfin, c'est ce qu'ils nous ont demandé un petit peu de gérer comme une entité, mais qui pourrait éventuellement se partager. Mais avait aussi demandé de ne pas faire des tapisseries trop hautes, de façon à ne pas avoir des problèmes de locaux si on va de... Ici, nous avons la maquette de la tapisserie pour la Passion des Libertés, qui est une tapisserie qui fera dans la réalité donc 8 mètres de long, et que j'ai conçue dans une lecture qui part de la gauche vers la droite, et dans laquelle j'ai mélangé donc toujours cette figuration empruntée des civilisations anciennes, aux arts des civilisations anciennes, et aussi une figuration en relation avec le sport. Et au-dessus, donc une énorme fleur que je trouvais importante, toujours dans ce rapport de dimension et de transposition pour traduire la monumentalité, et une approche de la figuration sportive avec ces 2 bras de nageurs qui reprennent un peu le mouvement du bras de cette figure de proue. Lorsqu'on poursuit cette lecture vers la partie droite de la composition, on arrive dans un monde tout à fait autre, avec un grand espace de figuration abstraite très rythmé. Après cette partie abstraite, on arrive à une grande bande noire que j'ai considérée comme une sorte de vide complet, il y a une sorte de perspective frontale qui donne l'impression que la tapisserie a une certaine profondeur. Et dans cette partie noire, j'ai placé à la partie inférieure un gymnase avec un regard dirigé vers le haut. Et lorsqu'on suit ce regard, on va vers un carré qui représente un vol d'oiseau. Ce gymnase étant quelqu'un qui, en fin de compte, dans le document que j'ai utilisé, regarde les anneaux qu'il doit attraper par un saut. Mais vous avez une partie très sombre, très noire, qui permet de... Alors on ne regarde que le reste. Non, le noir est important aussi. Il a une importance, il est quelque chose qui n'est pas dit, c'est un non dit, mais qui nous oblige à quelque chose, je ne sais pas. Techniquement, cette partie, au niveau du travail du tissage, crée des problèmes particuliers dans la mesure où, comme je disais, il y a un certain raffinement et des détails assez petits, précieux. Donc, le lissier qui va travailler et réaliser ce tissage est confronté à un problème technique qu'on solutionne dans un rapport de tissage différent, dans la mesure où toute la partie abstraite va être tissée dans un point un peu important, et toute cette partie-là, justement, dans un point plus fin. C'est simplement, techniquement, cette partie-là va utiliser un fil de la chaîne, et cette partie-là utilise 2 fils. Ça nous permet, donc, justement, dans ce rapport à une finesse de tissage, d'avoir des détails précis, alors que là, certaines parties nécessitent aussi des précisions, mais disons que là, on peut avoir un tissage un peu rustique entre guillemets, et là au contraire on est dans une préciosité assez importante. Dans le rapport des matériaux également, puisque toute cette partie-là est essentiellement tissée en laine, coton, des fois peut-être des soies pour accentuer la vivacité de certains tons, alors qu'ici on travaille laine aussi, mais avec des bouts des laines plus fines, un nombre de fils plus restreint, et également donc des fils d'or, fils de soie, et qui vont traduire et restituer ce raffinement. Ici, nous avons le carton de la tapisserie L'Europe. Ce carton, c'est ce qu'on donne au lissier. C'est l'objet qui va servir directement au tissage en le plaçant sous les fils de chaîne. Composition inversée par rapport à la maquette, par obligation de la technique de basse-lisse, puisque le lissier travaille à l'envers de la tapisserie. Et donc ici, nous avons une partie du carton de L'Europe. Donc là, on peut voir que sur ce carton, le lissier, il y a une sorte de préparation avant le tissage du carton,
par une écriture qui vient se poser sur la composition et qui est une sorte de code pour le lissier qui va lui permettre, à travers les fils de chaîne, de savoir où il va changer de laine lorsque le dessin est très précis avec un contour très net. Au contraire, à l'intérieur de certains détails, il va devoir créer des passages, c'est-à-dire changer insensiblement de couleur par un travail de chiné, de changement de nuance. Et donc parfois il indique ces changements par des pointillés, par des zones comme ça, qui lui permettent quand même d'avoir une écriture et un suivi un peu plus précis, en sachant que certaines parties, par exemple, ne sont pas du tout indiquées, et que là il y a un travail d'interprétation qui va se faire sur le moment. Il y a aussi un problème technique lorsqu'on agrandit la maquette à cette dimension-là, puisqu'on a un agrandissement de presque 10 fois. Forcément, il y a une déperdition de la lecture du motif, de certains détails, et donc il y a vraiment nécessité de reprendre le dessin de la composition. Ça représente une année de travail, une année de travail pour 13 ateliers, donc ce qui sur un plan économique n'est pas négligeable. En plus, l'occasion de participer à la réalisation d'une suite assez exceptionnelle, puisque bon, sur Aubusson, on a quand même rarement eu l'occasion de travailler sur des suites de cette importance. C'est vrai que c'est un travail long à réaliser. Si on veut que ce soit bien réalisé, il faut prendre son temps. Et c'est vrai qu'on a souvent ce problème justement de tenue des délais qui nous pose pas mal de soucis. Voilà. Et les lissiers ? Les lissiers, voilà, ils sont un peu obligés de se plier à toutes ces exigences. Je crois que bon, sur ces tapisseries, il y a aussi un effort d'interprétation qui leur est demandé, qui est quand même quelque chose de très particulier. La tapisserie a énormément évolué ces dernières années. On n'a plus affaire à des cartons numérotés que le lissier doit suivre de façon assez servile. Maintenant, le lissier apporte vraiment sa sensibilité lors de la réalisation des pièces. Donc on lui en demande de plus en plus. Ah. En fait, le but de la tapisserie a quand même peut-être un petit peu changé à notre époque. Les tapisseries anciennes avaient bien entendu un but décoratif, mais elles avaient aussi un but utilitaire, ce qui n'est plus le cas à notre époque. Et on ne peut pas tout à fait comparer malgré tout ces tapisseries, parce que les tapisseries de la suite olympique de Soto-Gaillard présentent quand même un aspect assez grandiose, l'expression d'un art monumental qui va rechercher à s'intégrer dans un espace architectural. Et je pense que cette démarche-là, elle est très importante et elle va parfaitement trouver sa place dans notre musée, où en fait le geste architectural lié à l'édification du musée est lui aussi très très important. Découvrir la vallée de la Creuse permet de remonter aux origines de la tapisserie en Europe. Aubusson et Felletin forment en effet le plus ancien centre aujourd'hui en activité, et depuis plus de 5 siècles se maintiennent ici des traditions de filature, de teinture, de tissage. Les 17 maquettes présentées à Paris sont maintenant en cours de réalisation. Ce travail est réparti entre 13 ateliers. Plusieurs dizaines de lissiers seront mobilisés pendant plus d'1 an. C'est sur leur savoir-faire que repose maintenant la réussite du projet. Et Aubusson est probablement le seul lieu dans le monde où peut être maîtrisée au niveau artistique et technique une entreprise de cette importance. Sur le métier, la tapisserie est vue à l'envers. Elle est progressivement enroulée au fur et à mesure de l'avancement du tissage et on ne peut la découvrir qu'au moment de son achèvement. C'est alors seulement
que l'on peut juger de la qualité d'interprétation de la maquette. Tu tiens le rouleau? Ah ouais. Ça allait vite. Parce que ça m'inquiétait un peu, je sais pas. On ne pouvait pas mieux faire. Les pièces quittent rarement la région sans avoir été présentées localement. C'est à chaque fois l'occasion d'une réunion et d'une réflexion sur la manière dont a été conduit le travail. Effectivement, nous avons une interprétation qui est personnelle du coup à chacun. Donc on passe au-dessus de la phase artisanale. Ça, c'est une évidence. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il vous a laissé la possibilité d'interpréter en fonction de votre technique ce qu'il avait lui transcrit sur les cartons. Et ça, je pense que c'est important. Oui, j'aurais pu tout à fait le voir autrement. On respecte le document. C'est tout à fait le document. Mais tout en le respectant, on peut le suggérer de plusieurs manières. Et ça arrive que l'artiste ne soit pas d'accord avec vous? Nous, on avait pensé aussi que si on le faisait, ça ferait quelque chose de trop mou. Voilà. C'est pour ça que nous, on avait fait un peu plus dur. Comme le cheval avait été fait un petit peu plus dur. Parce qu'il y a plein de choses qui sont été un peu trop mou. Enfin, c'est à l'occasion des séances de photographie que l'on pourra découvrir l'ensemble de la tenture en présence des lissiers, des directeurs d'ateliers qui ont participé à ce projet. Il sera piqué. Pour les visages, là, le fait d'avoir traité la chromatique un petit peu différemment, d'avoir pris des couleurs plus sombres, là. Pourquoi vous avez préféré Disons qu'on s'est rapproché de la maquette. Sur la maquette, il était légèrement plus sombre. Et puis, disons, pour faire aussi un donné de profondeur aussi. Ouais, bien sûr. Mais surtout qu'on n'est pas à la même échelle. On n'est pas à la même échelle, il est beaucoup plus important que celui-là. Donc, automatiquement, on est obligé d'éclaircir un peu celui-là et foncer légèrement l'autre. De façon à ce que ça lui donne une profondeur qui soit plus éloignée que... Même à travers les gouttes d'eau, il fallait aussi donner l'expression de transparence. De luminosité. Et vous l'avez traité qu'en laine uniquement, les gouttes Oui, uniquement en laine, d'accord. Là, je regardais, puis il y a quelque chose dont je ne m'étais pas perçu tout à l'heure, c'est que la tête qui est au-dessus est faite presque qu'avec des courbes, alors que là c'est beaucoup plus anguleux. Moi, je n'avais pas vu ça tout à l'heure, parce que par exemple tout le visage, vous avez joué sur des courbes, des contre-courbes, et puis même les gouttes d'eau sont assez rondes, alors qu'ici ça devient presque des prismes, presque comme des éclats de cristaux. Dès le XVIIe siècle, Aubusson établit des liens commerciaux avec les principales villes du sud de la France, Pézenas en particulier, alors capitale des États du Languedoc. Les tapisseries s'adressaient aux familles impliquées localement dans l'exercice du pouvoir. Elles faisaient obligatoirement partie du décor de leur demeure. Dans cet hôtel devenu musée est conservée l'une des tentures les plus célèbres de la seconde moitié du XVIIe siècle. Elle décrit l'histoire d'Alexandre le Grand.
associant la chaleur du textile et l'évocation de la puissance d'un empire, de la grandeur d'un homme. À travers elle, aujourd'hui, le lien avec Aubusson se maintient. Plus de 3 siècles après son tissage, c'est un problème de restauration qui se pose. Et le travail d'une entreprise de conservation textile implantée à Aubusson va permettre de retrouver dans de bonnes conditions ces scènes de combat, de victoire, de conquête. Cela s'accompagne d'une redécouverte des origines de ces tissages, de leur place dans l'histoire locale. Bon, la tenture d'Alexandre qui est en train d'être démontée derrière vous fait partie du décor de l'hôtel Vuillot de Saint-Germain. C'est donc un hôtel qui a été aménagé à partir d'un bâti préexistant du XVIIe siècle, à la fin du XIXe siècle, au tout début de notre siècle, par la comtesse de Saint-Germain. Et il faut savoir que cette époque est une époque où l'on aime à pasticher les décors intérieurs du passé. On se passionne, on redécouvre le mobilier ancien. Quant à la tapisserie, on ressort de greniers ou par le biais des antiquaires, on arrive à se procurer des décors prestigieux que l'on va installer dans le décor de ces maisons. En tout cas, on sait qu'il y a une tradition bien ancrée à Pézenas, liée aux foires qui ont fait la célébrité de la ville sous l'Ancien Régime. De tout temps, on trouvera des lissiers marchois ou leurs représentants présents aux foires, louant des boutiques, et la plupart des grandes familles picénoises ou régionales s'approvisionneront aux foires de Pézenas en tenture. Et on peut citer quelques exemples locaux. Pierre-Jean de Veirac, donc en 1630, qui va acheter au lissier Michel de Clarvaux, pour la somme de 1000 livres, une tenture en 8 pièces, donc contant l'histoire de Joseph. Restaurer cet ensemble de tapisseries, c'est tenter de retrouver l'éclat des teintures. C'est aussi faire disparaître les réparations hâtives, les vides, les déchirures qui parsèment maintenant leur surface. Il faut retrouver les laines, les soies, les colorants adaptés en continuité avec les techniques de l'époque. Et donc se pencher sur l'origine de ces pièces, leur provenance, leur place dans la production marchoise. On retrouve ainsi l'histoire de leur création, le travail qui les a inspirés. Ce sont des toiles de Charles Lebrun, peintes entre 1660 et 1672, qui ont servi de base à la création de cette tenture. Elles évoquent les victoires légendaires d'Alexandre le Grand, créant un espace imposant, inséparable du thème qu'elles abordent, structurant les volumes au-delà de la notion de décor. Elles ont été peintes par Lebrun au moment où celui-ci organise pour Louis XIV les ateliers des Gobelins, chargés de créer et gérer le mobilier du roi, en particulier dans le domaine de la tapisserie, élément essentiel de prestige. Ces toiles seront donc adaptées sous forme de cartons de tapisserie et tissées au gobelin. On peut voir à quel point le tissage suit la peinture. Il se fond dans celle-ci à travers la finesse du point et la multiplicité des nuances de teinture. En raison de sa célébrité, de son prestige, cette tenture sera reprise par les ateliers de la Marche et elle fera rapidement l'objet d'une demande importante, amenant Aubusson et Felletin à en produire plusieurs centaines d'exemplaires. C'est le thème qui est repris, plus que l'œuvre picturale, et la simplicité des moyens mis en œuvre, la recherche des coûts adaptés à une clientèle privée, conduisent à un autre style de tissage. Cette interprétation affirme la tradition aubussonnaise, faite d'apparente simplicité, de force graphique, de limitation du nombre de couleurs. Elle nous montre que dans un domaine qui relève à la fois de l'art et du textile, Aubusson a toujours su créer autant par l'inspiration des lissiers que par le travail des peintres.
Situé à Anglars-de-Salaire, dans les monts du Cantal, ce château est devenu inséparable de l'histoire des tapisseries d'Aubusson et de Felletin. En effet, vers 1860, on découvre dans ses combles une douzaine de tapisseries, datant de la seconde moitié du XVIe siècle et attribuées à l'ancienne province de la Marche. Elles constituent l'ensemble le plus ancien de tapisseries provenant de cette région et deviennent un repère important. Elles permettent de mieux comprendre la tradition aubussonnaise et ont influencé les tissages contemporains. Dans un château dont le décor a été profondément modifié, ces tapisseries ont été au XVIe siècle un apport essentiel de confort, de chaleur visuelle, de luxe. Elles traduisent une ouverture du monde perceptible dans le domaine de la vie, de l'architecture, de l'imaginaire. Elles représentent l'évolution d'un paysage réel ou fantasmé, opposant sur deux plans le monde paisible des villages et l'espace extérieur, dans une figuration au sein de laquelle les animaux mythiques issus du Moyen-Âge semblent parfois plus réels que la faune africaine, éloignés, mal connus, naïvement représentés. L'univers des villages, lui aussi, traduit les transitions du XVIe siècle. Présence de chaumières et châteaux aux ouvertures étroites, mais aussi maisons des bourgs aux larges fenêtres ouvrant sur la lumière, sur l'extérieur. Très caractéristique de l'origine des verdures parsemées de feuillages, ces tapisseries correspondent à une approche du traitement de l'image et du tissage toujours présente à Aubusson. Pour réaliser ces tapisseries au XVIe siècle, les lissiers disposaient de gravures qui étaient agrandies et qui permettaient de mettre au point un carton placé sous la chaîne, et puis par ailleurs, le lissier disposait de laine teinte naturellement, avec une limite dans le nombre de couleurs et de valeurs, c'est-à-dire qu'il y avait parfois 3 bleus, 3 verts, 3 bruns, et ce brun qui servait à tisser les cernes. Les cernes sont toujours bruns. D'ailleurs, à Aubusson, le mot brun signifie foncé, c'est-à-dire que c'était la référence de valeur, comme on dit, le ton le plus foncé. Au lieu de dire plus foncé, on disait plus brun. Et puis, à partir de ce graphisme très inscrit du brun qui rappelle le graphisme des gravures, le lissier devait se situer, rétablir des zones qui permettaient de faire les passages de tons, avec toujours un choix des laines très sobre, mais une qualité d'écriture et de l'invention dans le détail, et en même temps une simplicité et beaucoup de mouvement, c'est-à-dire une façon d'épouser les formes, de faire vivre ces surfaces et d'aller vers quelque chose de très imprévu et de très vivant. On retrouve ici un esprit de traduction proche, je crois, de l'exploitation des gravures au XVIe siècle, transformées en carton.
Ici, le peintre cartonnier, Don Robert, fait un carton pour un lissier. Un lissier à qui il va laisser une liberté d'interprétation tout en donnant des choses précises, notamment au plan graphique. C'est-à-dire les traits, les contours qui sont très bruns, très affirmés, et puis à l'intérieur de cela, des zones qui indiquent des modulations, mais qui sont indiquées d'une façon très picturale et qu'il faut complètement transformer. Ce qui est intéressant pour un lissier-interprète, c'est de reprendre en charge l'ordonnance des couleurs, leur distribution, la manière de dessiner. Ici, par exemple, les zones de dégradé épousent un dessin qui est indiqué à l'extérieur, mais qu'il faut complètement réaffirmer à l'intérieur de cette forme. L'obligation de passer beaucoup de temps sur une tapisserie et d'y souffrir, je dirais, conduit le lissier à réfléchir à son privilège d'être en relation avec quelqu'un, un auteur, un artiste, une autre personne, un commanditaire, un galeriste, un client, et puis ce carton qui est sous la chaîne et qui permet à la fois de se concentrer et aussi de s'évader. On ne peut pas tisser en étant complètement absent, complètement coupé de l'histoire de la tapisserie et de l'histoire de ces lissiers traducteurs. Invité à concevoir la restauration intérieure de la cathédrale Notre-Dame du Bourg à Digne, David Rabinovitch refuse de limiter son intervention à un simple prolongement des éléments existants. Il cherche alors à rendre lisibles les principes, la vision du monde, les codes qui ont été la base même de la création de l'édifice. The intention was not to imagine what they would have done, but rather to freshly construct up in regard to these two Mon intention n'était pas d'imaginer ce que les anciens auraient pu faire, mais de créer quelque chose de nouveau en fonction de deux références primordiales. La tradition ancienne de l'Église catholique romaine, avec la complexité de ses structures de pensée, et d'autre part, une référence constante aux composantes de l'architecture de cette Église en particulier. Son intervention concerne en particulier vitraux, autels et chaires, marques de bronze portées sur le sol, mobilier. Cet ensemble prend sens en relation avec les plans architecturaux dans le cadre d'une vision étroitement codée qui s'exprime en particulier dans le texte de l'Apocalypse. The whole conception of the tapestry is rather a model of how the totality of the church was conceived. That is, the units. La conception de la tapisserie dans son ensemble est en somme un modèle de la manière dont la totalité de l'Église a été conçue. Et tous les éléments de cette tapisserie, en fait, se rejoignent potentiellement en dehors de leur domaine et en relation avec d'autres aspects. So, for example, the Omega can be related directly to one of the angelical figures, or on the other interpretation, Ainsi, par exemple, la lettre Oméga peut être reliée directement à l'une des images des anges et à l'intérieur d'une autre interprétation aux images symbolisant les auteurs des évangiles. Et elle peut aussi être mise en rapport direct, en dehors de l'anneau intérieur, avec l'un des symboles du pouvoir. That ability to confront each figure as a full
Cette capacité à confronter chaque image à une construction globale et à la relier à une autre construction peut être considérée comme une expression de la manière dont toute l'Église a été pensée. Avec cette possibilité, pour des combinaisons de tous ces éléments, de se relier et de fonctionner entre elles sans contrainte. Between combinations of its whole constituents. The color properties also have that, let's say, capacity. For example, in the fenestration, we have a repeating order from the observers left to right. Les caractéristiques de couleurs, elles aussi, ont cette capacité, et pour les vitraux, par exemple, on a une suite répétitive de violet, de vert et de jaune dans une expression définie au niveau de la nef. Je voudrais parler du lien qui existe potentiellement entre la tapisserie et le système de signes portés sur le sol. Le premier point est que ces deux créations sont des systèmes individuels au sein d'un système global. La plus évidente des séries de ressemblances concerne d'une part les images extérieures en groupe de 4 et qui représentent bien sûr les évangiles et les symboles de protection, et d'autre part le nombre des entités qui entourent le trône lui-même, c'est-à-dire les 12 violets et les 12 ors, qui sont directement reliés aux séparations entre les éléments qui entourent le trône, 12 divisions et 12 prophètes. Are directly related to the separation of the surrounding members of the throne, 12 apostles and 12 prophets. Le système de signes, lui aussi, est basé sur les divisions du nombre 12. Ceci est le dernier signe, 9 côtés, et à l'intérieur, une partition en 4 incluse dans 2 anneaux. Ce signe est conçu comme une référence externe au système présent dans la tapisserie. Elle-même est organisée en termes de 4, en termes de 9 et en termes de 6. L'ensemble des formes et des concepts que cette tapisserie exprime et associe aux autres éléments de la cathédrale lui confère un rôle intégrateur. Et l'on découvre ainsi à Digne le rôle central que peut jouer une telle réalisation dans l'aménagement intérieur d'une église. Cette utilisation de la tapisserie comme support adapté à un récit dense, à une expression symbolique, David Rabinovitch souhaite la tester à nouveau, dans le cas d'un édifice possédant une exceptionnelle unité de style roman, l'église du Dora en Limousin. Un triptyque tissé rendrait compte de la résonance entre les éléments propres aux différents aspects de cette église. Exprimer cela au moyen du tissage suppose de la part de l'atelier impliqué un haut niveau de compréhension du projet. C'est ce niveau de compréhension, de partenariat, que David trouve à Felletin et Aubusson. So the question about how a material expression is relating to la question de savoir comment une expression matérielle peut s'apparenter à des idées, à un sens, à des symboles, et se rattacher à l'architecture, doit être vue à travers la manière dont la matière est répartie, est utilisée et travaillée. Ainsi, cette tapisserie n'a rien à voir avec la peinture. Elle ne se relie qu'au tissage. C'est une expression matérielle. The way it's fulfilled in its own terms. Thus, such a tapestry has nothing to do with painting. It's nothing to do with any other thing than weaving, than its material constitution,
D'autre part, il s'agit d'une œuvre monumentale, sacramentelle, ceci n'étant qu'un essai de dimension réduite. Elle ne prendra son sens que dans le contexte du Dora, en raison du caractère de son obscurité et de la nature de sa lumière. Celle-ci réclame des jeux de couleurs qui, dans ce cas, se relient symboliquement aux vitraux traditionnels romans et font de cette tapisserie une forme extrême du néoclassicisme. Il est vrai que sur cette tapisserie, il est arrivé un moment, ça c'est très curieux, c'est comme ça, c'est inexplicable pour ainsi dire, parce qu'on joue beaucoup sur un certain côté imprécis, pourtant c'est précis, c'est contradictoire, mais je me suis retrouvée à un moment donné obligée de supprimer le carton et de continuer mes formes sans carton, et ça c'est vrai que c'est pas évident. Une tapisserie existe dans le contexte de sa création. Les achats, les commandes se relient à des événements, à des lieux, à des hommes. C'est aussi par leur importance, par leur valeur, qu'une tapisserie acquiert une dimension. Et c'est finalement l'envergure du projet qui valorise la tenture en motivant des plasticiens et des ateliers. Cette galerie, située à Aubusson, contribue à créer localement ce type de lien entre plasticiens et lissiers, entre ateliers et commanditaires. Pour nous, la galerie, c'est aussi de la suite de l'atelier courant d'art, puisqu'on travaille essentiellement avec des artistes contemporains. Donc il était normal aussi de présenter leur travail. C'est-à-dire que très souvent, on tisse l'œuvre est finie, elle est coupée, tombée, et elle part. Et elle ne reste pas sur Aubusson. Donc le travail de l'artiste sur Aubusson n'est pas présenté. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage car il est normal que à la fois les lissiers, à la fois les gens qui vivent autour de cette tapisserie comprennent véritablement l'œuvre de l'artiste. Donc il faut le présenter. Donc on ouvre un lieu et on présente l'œuvre de l'artiste dans la galerie. La tapisserie suit aussi l'économie et le style suit l'économie. Donc c'est un vrai témoignage d'une époque. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, l'époque est beaucoup plus difficile. On n'a plus besoin de faire du temps compté parce qu'on ne vend plus des grandes quantités de tapisseries. Donc, on revient sur des choses beaucoup plus sensibles avec les artistes, ce qu'on fait avec Albert M, par exemple, en ce moment, où là, c'est l'interprétation de l'artiste, du lissier par rapport à l'œuvre de l'artiste qui est primordiale. Et donc, ça donne beaucoup plus de valeur même à la tapisserie. Et une fois de plus, elle témoigne de son époque. Une époque beaucoup plus difficile qu'elle l'a été à l'époque de Luxembourg. Avec les commandes publiques, ça permet à Aubusson de faire venir ce qu'on appelle des pointures au niveau art, et des pointures viennent à Aubusson, comme Picasso est passé à son époque, et on revient dans cette tradition, et ça c'est vraiment grâce aux commandes publiques. Bon, moi, ce que j'ai senti la première fois où on a rencontré Albert M, c'est justement cette envie de s'impliquer et cette envie de déléguer quelque part. Parce que c'est vrai que le projet, qui est vachement précis au niveau de la couleur, était pas évident si on était tombé sur quelqu'un d'un peu fermé, qui aurait voulu absolument
qu'il n'y ait pas de transposition par rapport à la tapisserie. Bon, ce qui est bien, c'est cet échange, quoi. Oui, parce que je crois qu'il a réussi, parce que je pense qu'il ne peut pas faire autrement, il s'est engagé. Je pense que tous les projets qui ont réussi en tissage, en tout cas dans le cadre de la commande publique, parce que c'est ce que je gère, donc c'est ceux que je connais le mieux, mais ça me permet quand même de pouvoir aussi analyser ceux qui sont à côté. Il y a vraiment un investissement, et des gens qui n'ont jamais été conçus, parce que je pense qu'intellectuellement c'est ça aussi, pour faire un tissage, ce qu'on appelle quelquefois des peintres cartonniers, il y a des bons techniciens, mais ces gens qui n'ont pas, dès le démarrage, été bercés dans cette idée de créer des projets pour la tapisserie, rien que pour la tapisserie, on imagine souvent, et souvent c'est des détracteurs qui disent ça parce qu'ils ne connaissent pas le fond du problème et du projet, ils s'imaginent toujours qu'on va avoir des artistes qui ne seront pas intéressés. Alors justement, c'est presque l'inverse. Ces gens-là sont très intéressés parce que très curieux, et parce que l'art contemporain demande beaucoup de curiosité. Et toi là, on sent déjà l'évolution, c'est ramollo, là c'est vraiment ça, sauf qu'il faut, pas encore. Tu perds un peu de rouge. Parce que là j'ai fait la gamme avec les teintures. J'ai fait la gamme avec les teintures sans rien rajouter. Là, je me suis dit non, ça peut pas aller, donc je rajoute un peu de rouge. Faut du peps. Je rajoute un peu de rouge, mais on est quand même pas assez rouge. Il faut quand même y aller plus sur des choses... ça on est plus proche presque. Ouais, l'audace que tu as eu là-dedans, au niveau des couleurs, faut la conserver. Comme là, c'est très fort le contraste. Je pense qu'il faut y aller un peu plus fort. On va essayer, ouais. Puis après, il faut voir sur la masse, hein, une fois qu'on aura tissé des masses. Bon, j'essaierai, ouais. On essaiera quelque chose d'un peu plus fort. Albert, c'est la peinture à l'état pur. Puis tu prends le pigment et rien d'autre. C'est ce qui est dur à rendre en laine, c'est ce qui est vraiment dur à rendre. Il n'y a pas ce côté. Nous, on peut pas poser des pigments, donc on est obligé de. Puis ça devait devenir une tapisserie, bien sûr. Hein, il le sait. Ça, il le sait. On a vu l'autre fois, il l'accepte. Mais c'est vrai que c'est votre travail, parce que là, il y a une écriture quand même à donner, même si elle paraît pour les bandes là, on peut parler d'une sorte de fausse bordure, parce que c'est quand même une sorte de bordure autour. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus soft, mais tant mieux. Je crois qu'il faut le garder un peu comme ça. Mais là, c'est vrai qu'il faut créer une vibration. Et plus tu travailles sur un contraste, plus tu te rapproches de l'interprétation de cette idée comme ça très forte du chahut, de deux matières qui font que ça donne une sorte de profondeur que lui obtient parce que c'est du papier et que le pigment en couches successives va amener différentes vibrations, donc c'est évident. Nous on l'a pas, la tapisserie c'est à plat, c'est pas transparent, donc c'est les contrastes. Bouché, donc si tu dynamises un peu plus, il faut garder ça c'est vraiment génial ça. Ça, ces couleurs là. Il avait mis une petite réserve là, quand il a reçu sur les pour le bleu. Il trouvait qu'on n'était pas tout à fait juste. On a changé légèrement. Là. Il manquait un peu de vert, non? Voilà, on a mis un petit brin d'un petit gris qui était légèrement plus vert, qui a tué un petit peu ce côté violet. Donc là, je pense qu'on est assez juste. Là. Le rapport est pas mauvais entre le vert et le bleu. Là. Mais c'est vrai que c'est toujours... C'est vrai que c'est un peu tendance à être un peu trop violet. On le sent quand même là. Il faut vraiment faire attention. Et je crois qu'on peut encore se permettre un peu de rajouter un peu de vert. Ouais, ça dépend. Il y en a beaucoup, parce qu'il y a de l'autre côté, on va rajouter après. C'est payant. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu n'avais pas fait de commande en tapisserie, donc le but c'était de jamais égal. Même les bavures, on voit jamais leur travail, c'est très le plus dur à faire. Oui, les tâches. Tu vas dans le fond. Ce sera pas le même, ce sera blonde, un brun, mais très très clair. Ouais, c'est le carton. Voilà, c'est ce qu'on a vu chez Cromer. Je me souvenais plus les autres. Par là. Non, par là. Imagine dans le palais, on voit la matière.